La population est très diverse, avec notamment des tribus berbères qui perpétuent. Après plus d'un siècle de colonisation, le pays est devenu indépendant au début des années 1960. Son ascension, alimentée par ses ressources pétrolières, a été longue et chaotique. C'est une nation encore relativement jeune et un trésor méconnu des voyageurs. Des guides et des experts locaux vont nous faire découvrir l'Algérie secrète. L'Algérie est au cœur du Maghreb, au bord de la Méditerranée. Elle est bordée par le Maroc à l'ouest, la Mauritanie et le Mali au sud-ouest, le Niger au sud-est et la Tunisie et la Libye à l'est. Sa capitale est Alger. De 1830 à 1962, le pays a été une colonie française et cette période y a laissé une trace profonde, notamment à Alger. La ville se trouve au pied des collines du Sahel, dans une baie que les souverains ottomans du XVIe siècle ont baptisée El Jazaïr, ce qui signifie les îles. La ville est toujours le pôle commercial de l'Algérie et sa population est majoritairement musulmane. L'architecture et l'atmosphère mêlent des influences venues d'Europe, d'Afrique et d'Orient, nées d'un passé de conquête et de colonisation. Le plan de la ville dévoile justement ces différentes facettes. Le front de mer surélevé est très français, avec ses avenues et ses places publiques. Juste derrière, il y a la Casbah, la vieille ville bâtie par la dynastie berbère des Zirides au Xe siècle. Elle a ensuite été agrandie par l'Empire ottoman au XVIe et XVIIe siècle. En 1830, la France a lancé l'expédition d'Alger pour conquérir la ville et le pays. Au fil du temps, des centaines de milliers d'immigrés français et européens se sont installés sur place. Leurs descendants ont été surnommés les Pieds Noirs. Les Français ont imposé leur autorité politique, mais aussi architecturale. À l'exception de la Casbah, Alger ressemble beaucoup aux grandes villes du sud de la France. Akli Amrouche, spécialiste en architecture, nous parle de l'organisation de la ville. Les Français, quand ils sont venus, la première chose, c'était bien entendu d'occuper les lieux militairement. Toute la basse Casbah a été détruite pour faire place à un champ de manœuvre pour les militaires. Et puis on a commencé à faire des percées et ouvrir des rues pour commencer l'urbanisation. Et on a construit comme ça Alger successivement sur un plan style haussmannien, avec des immeubles de type classique, avec un soubassement, en arcade, un corps très décoré. Le Théâtre national d'Algérie a été l'un des premiers édifices bâtis au début de la colonisation française, dans un style très européen. Le ST Hotel recrée lui aussi une ambiance typique de cette époque, comme l'explique son propriétaire, Samir Saadi. Donc l'hôtel, c'est une architecture haussmannienne, construite dans les années 20-30. Donc il y a l'architecture française, le style haussmannien. Quand on voit l'hôtel de l'extérieur, il garde toujours les signatures de l'hôtel quand il était construit la première fois. Il a gardé son ossature. Le mobilier et la décoration intérieure évoquent plutôt le Paris du XIXe siècle que l'Afrique du Nord. Au début du XXe siècle, les Algériens ont aussi cherché à intégrer dans leur environnement urbain d'autres éléments de leur passé. C'est ainsi qu'on trouve à Alger des bâtiments apparus sous la colonisation française, mais avec des motifs néo-mauresques. Les styles andalous et mauresques témoignent du passé islamique de la ville. La Grande Poste est l'un des meilleurs exemples. Elle a été conçue en 1910 par deux architectes français,
et elle est dans un style néo-mauresque. De nombreuses manifestations se sont déroulées à ses pieds et elle reste un point de ralliement pour toute la population algéroise. La rue principale d'Alger porte le nom de Didouche Mourad. Elle est bordée de nombreux commerces haut de gamme dans des bâtiments coloniaux. Notre premier guide, Djihad Mahamdi, est né dans la capitale. Une astuce très utile en Algérie. Si vous traversez un passage piéton, n'oubliez pas de faire un signe de la main pour que les voitures s'arrêtent. Je me dirige vers la rue Didouche Mourad. C'est la principale rue pour le shopping à Alger. Elle porte le nom de Didouche Mourad, qui a été un héros dans la guerre contre la colonisation française. Ici, en Algérie, on l'appelle le Saint-Just de l'Algérie. Saint-Just a participé à la Révolution française. Et il croyait au slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Comme Didouche Mourad, il a dû utiliser la violence pour atteindre son objectif. Pendant la période de l'Algérie française, la capitale est devenue plus cosmopolite. Le reste du pays est toujours principalement rural. Sa population d'origine est composée de nombreuses tribus berbères. Longtemps, l'Algérie a été dominée par l'Empire ottoman, qui a laissé une empreinte profonde. Le quartier du Telemli, à Alger, est en hauteur. On y trouve de nombreuses échoppes qui vendent de l'artisanat de style ottoman, comme par exemple un casque de soldat ou un plat à couscous du XVIIIe siècle. Ça, c'est un plat à couscous. Il a 235 ans. Il a 235 ans. Et ces symboles, qu'est-ce que c'est? Non, ça, voilà, c'est le sceau des Ottomans. D'accord. C'est le sceau des Ottomans. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, il y a des cercles et des motifs très intéressants. Je voudrais savoir ce que c'est. اسكو تقدر تقول لي وشنو هما المعنى ديالهم بون كاينين بزاف على بالي مي Non, il y a l'écriture, il y a la forme Il y a l'écriture, la forme d'un objet. La forme d'un objet, ok. يس حنا نحوسوا حنا حابين هادو لي سامبول هادوما وشنو يعنوا Non, là, c'est l'écriture. داكور Ça s'appartenait pour une seule personne. Mais نضلك على le tout لهنا. Le tout, D'accord. voilà, la forme. Alors, premièrement, qui تشوفها هكذا هي قبة تاع جامع. Donc cette forme est en réalité le toit d'une mosquée. Et deuxièmement, c'est khawda. Ah, c'est un casque. Ça représente un casque. دوران تاع الدرويش تاع الدرويش. C'est la forme d'un derviche qui tourne sur lui-même. C'est-à-dire, لهنا راهو يقول لك اعتصم بالله يعني تمسك بدين الله. Tenez à Dieu. Il dit que ce geste veut dire « vous devez vous accrocher à votre foi ». Vous devez croire en Dieu et en son pouvoir. هي الدوران اللي يرمزوا على الفلك. Quand ça tourne, ça symbolise le cosmos. هنا هو جاي لينا قبل كي نجي نتعشى للتنبيه لذكر الله. اولا لينا. Il dit que c'est pour rappeler aux gens qu'ils doivent mentionner le nom de Dieu et le remercier pour ce qu'ils mangent. Donc ça, c'est le toit de la mosquée, et tout en haut, le symbole qui dit de s'accrocher à Dieu et à la foi. يرمز الى المحبه الالهيه. Ça symbolise l'amour de Dieu. ويرمز الى السلام. Et la paix. Si vous regardez autour de vous, vous verrez des gens de toutes origines. Des Noirs, des Blancs, des Arabes. Ça dépend de votre tribu d'origine. Moi, je viens de la tribu des Chaouis, de la région de l'Aurès. Les traditions ancestrales sont liées à un mode de vie rural. Les Berbères sont l'un des principaux groupes ethniques du pays et ils se battent pour préserver leur identité.
Elles s'expriment par leur langue, leur écriture et leurs coutumes. Dans le monde de l'art, la symbolique berbère est très présente, même dans les œuvres contemporaines. Les Berbères sont le peuple autochtone de l'Algérie et ils ont de nombreux symboles dans leur écriture. Les peintres ont repris ces symboles pour les incorporer dans leurs œuvres d'art. Quand on regarde de près ces tableaux, on distingue de nombreux motifs. Ils viennent de l'écriture berbère. Dans les régions rurales, comme Batna ou la Kabylie, il y a beaucoup de Chaouis et de Berbères. Ils ont souvent des tatouages sur le visage, les mains et les pieds. Ces motifs font référence au caractère de l'écriture berbère. Donc ils sont culturels. Les peintres les ont repris pour les intégrer en arrière-plan sur leur tableau. Si vous regardez bien, vous en verrez beaucoup. Ce sont des caractères berbères. C'est de l'art brut. Les artistes traduisent leur inspiration et leurs émotions directement sur la toile. Ils n'ont pas une réflexion académique quand ils peignent. C'est comme des graffitis, mais avec un ancrage culturel. Les jeunes créateurs tentent de s'exprimer dans un pays plus connu pour ses problèmes politiques que pour sa scène artistique. L'Atelier Sauvage est un lieu consacré à la promotion de l'art contemporain, principalement algérien. Sa propriétaire et directrice est Feriel Gassimi. Des ateliers après une résidence d'artiste, il nous a été donné de découvrir réellement des artistes complètement différents et une expression résolument contemporaine qu'on ne voit pas partout ailleurs dans des galeries, on va dire, conventionnelles. Parce que les ateliers ne sont pas véritablement une galerie, mais en tout cas, le dernier jour de la résidence, elle fonctionne comme une galerie puisqu'elle montre le projet d'artiste de résidence. Ces différentes monstrations des artistes qui ont évolué aux ateliers ont montré réellement cette génération d'artistes contemporains qui sont complètement, en tout cas, qui semblent vouloir s'affranchir du cliché, entre parenthèses. Alger est la capitale politique mais aussi religieuse du pays. Elle compte plusieurs centaines de mosquées, dont certaines ont été converties en églises pendant la colonisation française. La mosquée Ali Betchine a été bâtie en 1622. Les Français ont réduit la taille de son minaret. Elle est redevenue une mosquée au moment de l'indépendance. La mosquée Ketchaoua, dans la Casbah, date du XVe siècle et a été modifiée de nombreuses fois. Son architecture mêle les styles islamiques, mauresques et byzantins. En 1832, elle est devenue la cathédrale Saint-Philippe, avant de redevenir une mosquée en 1962. Aujourd'hui, l'Algérie prêche la tolérance religieuse. Églises et mosquées sont côte à côte. La basilique la plus célèbre est Notre-Dame d'Afrique. La paroisse est dirigée par le père José Maria Cantal. L'Algérie est un très beau pays, plein d'apparentes contradictions, où vous trouvez, par exemple, dans le même groupe d'amis, une fille qui porte le voile et une autre qui porte une jupe courte.
une religion officielle qui est l'islam et une bienveillance assez grande envers les églises qui existent depuis toujours en Algérie. Vous avez en même temps qu'un certain islam radical grandit. Nous sommes dans un pays où vous avez en même temps une évolution de la société qui va vers plus de rigueur et affirmation d'une identité, à une partie de la société qui souhaite qu'il y ait une ouverture et une diversité plus grande. Tout ça dans le même pays, le même jour. Djihad, notre guide, nous fait découvrir le patrimoine religieux. Je voulais vous montrer ce truc là-haut. Vous ne rêvez pas. C'est un réacteur nucléaire au cœur d'Alger. Non, je plaisante. C'est une cathédrale. Ici, en Algérie, on n'a pas que des musulmans. On a aussi des chrétiens. La cathédrale du Sacré-Cœur est surnommée affectueusement le Montmartre algérien. Elle a été imaginée par 3 Français, les architectes Paul Herbé et Jean Lecouteur, et l'ingénieur René Sargé. Elle a un plan en croix et une impressionnante coupole au-dessus de la nef. Le plus frappant est son côté sombre et angulaire. L'ambition était de faire un édifice aux formes pures et austères. C'est magnifique. C'est comme une sculpture. C'est grandiose. Regardez. La coupole est à 35 mètres de haut. Si on observe l'église de l'extérieur, on voit qu'elle a la forme d'une tente. La tente est un symbole fort, parce qu'elle évoque les Touaregs. On dit que symboliquement, Dieu a planté sa tente pour vivre parmi les hommes. On appelle cette église l'église du Sacré-Cœur. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, la réponse est devant moi. Sa construction a commencé en 1956, à l'époque où le pouvoir français commençait à perdre la main en Algérie. Pour circuler dans Alger, la meilleure solution, c'est le métro. Il a ouvert en 2011 et à l'époque, c'était le deuxième jamais construit en Afrique. Ici, en Algérie, on parle 3 langues, l'arabe, le français et le berbère. Je sélectionne français parce que c'est la deuxième langue du pays. Je veux un voyage métro. Et pour seulement 50 dinars, je peux faire le tour d'Alger. Juste avec ça. Il a fallu plusieurs décennies pour que le projet de métro se réalise à Alger. Sa ligne unique fait actuellement 18 km de long. Prochaine étape, le jardin botanique. Il a été créé au XIXe siècle par les Français. À l'époque, c'était ce qu'on appelait un jardin d'essai, un terrain d'expérimentation établi dans une colonie pour tester la production agricole sous un climat différent de la métropole. Couvre une superficie de 32 hectares. Le jardin botanique du Hama couvre une superficie de 32 hectares. C'est un lieu de promenade, mais aussi de recherche et d'activités éducatives. C'est un parc paisible qui donne sur la baie d'Alger. Cet arbre s'appelle l'arbre de Tarzan. Et ce n'est pas un hasard. Dans les années 1950, le premier film avec Tarzan a été tourné ici, avec Johnny Weissmuller. Il venait ici, avec son chimpanzé. C'est quand même assez dingue, non?
À 40 minutes de route d'Alger, Tipaza est un site qui vaut le détour. Il faut longer la côte vers l'ouest pour atteindre ce port romain. Les Algérois s'y rendent souvent pour profiter de ces restaurants de poissons et de fruits de mer, réputés pour leur qualité. Les visiteurs vont aussi à Tipaza pour admirer ces magnifiques ruines de l'époque romaine. Le site est dans un parc national, au milieu d'une forêt de pins qui surplombe la baie. J'ai visité de nombreuses ruines romaines, mais ce site est exceptionnel à cause de sa localisation sur une colline. On a une vue imprenable sur la mer, de tous les côtés. Depuis sa création, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Tipaza a été occupée par les Phéniciens, les Romains et les Byzantins. Au fil du temps, la cité s'est dotée d'un centre-ville très actif, avec une artère principale qui mène à la mer. On y trouve un amphithéâtre romain et des basiliques chrétiennes. Nous avons rencontré l'archéologue Salim Sabour. La ville de Tipaza, elle est construite différemment des autres villes. Elle est située sur un mamelon. Automatiquement, elle a une vue vers la mer et elle peut se défendre elle-même. On a aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, au milieu du premier jusqu'au début du deuxième, il y a eu des invasions de la population autochtone qu'on appelait les Maures. C'est pour ça que les Romains, pour se protéger, ils en ont construit une muraille qui fait 3 km 600 avec des sentinelles pour monter la garde. Ça, l'unicité, c'est beaucoup plus. Il y a des choses qu'on ne trouve pas à Tipaza, qu'on trouve ailleurs. Déjà, je ne sais pas, c'est le terrain qui ne s'y prêtait pas, ou bien c'était beaucoup plus une ville de loisirs, beaucoup plus de bien-être. En l'an 430, Tipaza a été détruite par la tribu des Vandales, venue d'Europe orientale. La cité a été abandonnée, mais pas pour autant oubliée. Elle est aujourd'hui classée par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. On dit souvent que les Romains ont apporté la tradition de la viticulture dans cette région côtière d'Algérie. Pourtant, des traces montrent que les Berbères produisaient déjà du vin sur cette terre fertile avant l'arrivée des conquérants. Les vignerons d'Aïtouali sont fiers de leur production nationale. Ce qui nous donne très bons raisins par rapport au climat. On a ici un climat formidable, sec, on est loin de la mer, on a beaucoup d'ensoleillement, ce qui fait des raisins qui atteignent de très bons taux de sucre, ce qui donne de très bons degrés d'alcool aussi. Et aussi, donc, par rapport à la qualité des raisins, on associe le sol. Donc, c'est des sols qui est riche en limon, de l'argile aussi, donc qui permet la rétention des éléments minéraux et tout. Donc ça donne de la fertilité, ça donne de belles grappes, un bon développement des plants de vigne. Aussi, la parcelle ici, le vignoble est protégé par cette montagne que vous voyez, c'est le mont de Bnichegran. Donc ça permet de protéger contre les vents, donc ça évite tous les dessèchements, tous les problèmes de la vigne. Qui fait de Mascara une région viticole par excellence.
Le littoral algérien fait 1622 km. Et ses plages de sable sont nombreuses. Celle d'Ain Taïa, à seulement 45 minutes d'Alger, est très populaire auprès des surfeurs. J'adore cet endroit et j'adore les gens, ils sont géniaux. J'aime cette plage parce qu'elle est grande et qu'elle est propre. Et les vagues sont super. J'essaye de surfer. Aujourd'hui, les vagues sont pas très sympas, mais je me suis amusée. Je crois qu'on s'est habitué à recevoir des touristes. On est plus à l'aise avec eux et plus accueillants. Cette côte est encore méconnue des touristes. Mais les Algérois, notamment les amateurs de sports nautiques, y viennent souvent pour la journée. Question sécurité, je peux vous assurer qu'il y a la sécurité. Donc c'est vrai que l'information qui est donnée à travers la radio, les chaînes télévisées ailleurs qu'Alger donne une mauvaise image. Il y a un potentiel ici en Algérie, il y a 1600 km de côte et c'est vraiment, on peut faire mieux, on peut donner une meilleure image à l'Algérie par rapport aux touristes. Parce qu'il y a un potentiel vraiment énorme. De retour à Alger, nous explorons les ruelles de la Casbah et leurs nombreuses surprises. La tradition et la modernité se croisent souvent. Par exemple, avec des groupes de sport urbains comme The Algerian Parcours Family. L'histoire de la Casbah est très riche. Le site a été peuplé dès la fin du VIe siècle par les Phéniciens, les Numides, puis les Romains. Puis sont arrivés les Byzantins, les dynasties berbères, les Espagnols, les Ottomans et les Français. L'Empire ottoman est sans doute celui qui a le plus marqué Alger. Mais au début du XVIe siècle, la ville était dominée par l'Espagne. Pendant la première partie du XVIe siècle, tout le bassin méditerranéen était un champ de bataille dans la guerre entre les Espagnols et les Ottomans. Les deux puissances ont commencé à conquérir l'Afrique du Nord et les Espagnols ont pris le pouvoir sur plusieurs endroits de la côte, dont Alger. Ils ont bâti une forteresse appelée El Peñón, sur l'îlot en face de la ville, ce qui leur a permis de pointer leurs canons sur Alger. En centre-ville s'élève la statue de l'un des héros des Algérois, Khayr Eddin Barberousse. Corsaire comme ses deux frères, il a repoussé la tentative d'invasion des Espagnols contre Alger. Les frères Barberousse étaient à la solde du sultan ottoman Sélim Ier, qui finançait leurs expéditions et faisait la guerre aux chrétiens dans tout le bassin méditerranéen. Les frères Barberousse étaient connus pour leurs raids sanglants contre les communautés chrétiennes sur la terre ferme, mais aussi pour leur agressivité sur les flots. Ils n'hésitaient pas à capturer des soldats et des marins pour les réduire en esclavage. L'archéologue Ramzi Turk nous en dit plus. Les frères Barberousse étaient une force navale très répandue et très célèbre dans la Méditerranée. Ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts aux navires chrétiens. Il a capturé beaucoup de personnes nobles comme des captifs. Il les a envoyés au sultan ottoman. Des cadeaux ou des récompenses. Deux des frères, Harouj et Ishaq, ont été tués, mais le troisième, Khayr Eddin, a triomphé. Pendant la régence d'Alger de 1518 à 1830, la ville était intégrée à l'Empire ottoman. Khayr Eddin a pris le contrôle des territoires algériens
et il a décidé de chercher la reconnaissance auprès du sultan ottoman, qu'il a nommé gouverneur ottoman de la région. Il a dépêché une délégation à Istanbul et en retour, le sultan lui a envoyé une lettre d'investiture qui a fait de lui le pacha ottoman d'Alger et des territoires environnants. Territoires qui étaient, je le rappelle, très vastes à l'époque. Les Ottomans ont largement façonné la Kasbah telle qu'on la voit encore aujourd'hui. Elle a atteint son apogée à l'époque où Raïr-Eddin Barberousse était gouverneur d'Alger. Le site est peuplé depuis l'Antiquité, mais la ville a été fondée par les Berbères de la dynastie des Zirides au Xe siècle. Pendant la régence d'Alger, Barberousse et les bey ottomans qui lui ont succédé ont développé la vieille ville, avec notamment au XVIe siècle la construction de la citadelle. Nehat Benz, archéologue et guide touristique, nous fait visiter El Jazaïr sur les traces des Ottomans. Waouh, quelle belle vue! J'aimerais bien vous dire que la Kasbah n'était pas construite par les Ottomans, mais avant, avec des années et des siècles. Les Ottomans, ils ont créé des forteresses avec 5 portes dans chaque côté. Il y avait une autre là-bas, une porte là-bas et une autre là-bas, et ensuite jusqu'à la citadelle. En descendant de la citadelle, on rentre dans une ruelle principale. On voit sur les côtés, sur ce côté, on voit des maisons et sur l'autre, on voit des magasins. Certaines échoppes traditionnelles sont toujours là, comme l'atelier de cet ébéniste. Salam alaikum. Dans l'autre côté, on voit aussi des magasins. Il y avait 150 fontaines dans la Kasbah à l'apogée de la période ottomane. La plupart étaient autour de la mosquée pour que les habitants puissent boire, puiser de l'eau et faire leurs ablutions avant les prières quotidiennes. Maintenant, on va découvrir une de ces fontaines qui ont resté à la Kasbah. Cette fontaine, elle est nommée la Ain Mzouqa. Elle est décorée avec des carreaux de faïence turcs. Et comment on sait que c'est des carreaux de faïence turcs? Parce qu'ils ont utilisé la fleur de tulipe. On le voit, les lignes ici. Cette fontaine, elle est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'ils ont utilisé les carreaux de faïence pour décorer, pour montrer aussi la richesse. Ça existait dans cette période. Ça, c'est un des ateliers que je l'aime trop, parce que c'est pour la céramique et pour Bahia. Bonjour Bahia. Bonjour. Faïence. Ça va? Dans la fontaine de Ain. Bahia, elle fait la reproduction des carreaux de faïence, comme les carreaux de faïence qu'on a vus dans la fontaine de Ain Mzouqa. C'est des reproductions que je fais, c'est des carreaux qui descendent du XVIIe siècle. C'est les mêmes motifs qu'on trouve au territoire méditerranéen. C'est en Portugais, en Tunisie, en Espagne, en Turquie. C'est des carreaux plutôt qu'on trouve au niveau des palais, les vieilles maisons de la Kasbah, les maisons qu'on appelle maisons mauresques. Ça, c'est du mauresque, voilà. On va voir maintenant le bois qui est utilisé pour supporter et renforcer les meubles, qui a été utilisé par les Ottomans. Et le type de bois, c'est tuya. C'est antisismique et anti-humidité. C'était vraiment magnifique d'utiliser ce bois. Pendant la régence d'Alger, la Kasbah abritait aussi une communauté juive. Il y avait plusieurs milliers de juifs à Alger et ils se consacraient au commerce et à l'artisanat. Ces signes se divisent les ruelles de la Kasbah. Et en vérité, dans la période ottomane, c'était comme des signes pour diviser et pour dire que cette ruelle pour les musulmans ou pour les juifs. Lorsqu'on voit deux mains et au centre, il y a la fleur de l'œillet et le croissant, ça veut dire que c'est une ruelle pour les musulmans. Lorsqu'on voit une main et le serpent sur le côté et l'étoile de David au centre, ça veut dire que c'est une ruelle pour les juifs. Et comme ça, on sait bien que les musulmans et les juifs sont vivés en paix, il n'y avait aucun problème entre eux. Il y a eu jusqu'à 30 000 habitants dans la Kasbah pendant sa période faste, avec une centaine de mosquées, de nombreux harems, des hammams et des souks.
certains juifs tenaient des auberges qui avaient le droit de servir de l'alcool. La plupart des bâtiments bien conservés sont ottomans, comme cette mosquée du XVIIIe siècle. Le palais d'Ar Aziza date du XVIe siècle. C'est l'un des plus beaux de l'époque, avec des faïences et des marbres de grande beauté importés de tout l'Empire ottoman. Son architecture est typiquement mauresque, avec un plan très précis. La cour centrale donne de la fraîcheur et de l'espace au palais. Le premier niveau est pour les invités et le second pour la famille. Dans la Casbah, on peut découvrir une autre tradition algérienne, le Cherbi. Noureddin Alan est l'un des chanteurs les plus célèbres de la ville. Dans la musique shabi, le chanteur, c'est lui le chef d'orchestre. Il est apte, il est prêt à jouer l'instrument. C'est un genre musical, c'est comme le country, c'est comme le blues. Il est très apprécié par la masse populaire en Algérie. Et c'est une musique on peut dire des pauvres. Avec une telle diversité de coutumes et de langues, les rues d'Alger sont à la fois vivantes et multicolores. Les cafés et les bars sont toujours très animés. Les hommes se retrouvent souvent dans les bars pour partager une grande passion algérienne, le football. Ils jouent aussi à des jeux plus traditionnels comme les dominos. L'Algérie d'aujourd'hui reste un pays cosmopolite. L'un de ses enfants les plus connus est sans doute l'écrivain Albert Camus, né à Alger de parents pieds-noirs. Il a grandi dans la pauvreté et s'est élevé contre les traitements inégalitaires réservés à la majorité berbère et arabe. Il n'était pas toujours bien vu des habitants d'Algérie d'origine européenne, car il s'est battu contre l'élite coloniale et a défendu une culture méditerranéenne, plus représentative des origines multiples du peuple algérien. Il a beaucoup parlé du racisme et des droits de l'homme, et au moment de la guerre d'Algérie, on a voulu le contraindre à choisir un camp. Il venait souvent dans ce café algérois où nous retrouvons la journaliste Leïla Assas. Camus a grandi à Alger, dans le quartier entre guillemets de Bellecour. Les arrière-grands-parents fiers de revendiquer ses origines entre guillemets algériennes parce que ses arrière-grands-parents
font partie des tout premiers pionniers en 1834, il me semble, qui ont en fait colonisé l'Algérie. Donc il est implanté, il est algérien depuis de cœur aussi et d'âme. Camus, il s'est toujours opposé à la manière de faire du FLN, notamment le phénomène des poseuses de bombes dans des espaces publics qui ont visé des civils. Et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, que ses positions par rapport à l'indépendance de l'Algérie ont commencé à être déroutées. Boualem Ben Amirouche Boualem Ben Amirouche est Boualem Ben Amirouche est Ici, tout en bas de la Casbah d'Alger, on a le boulevard Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans de céramique de 5 grands héros de la bataille d'Alger. Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte céramique de 5 grands héros de la bataille d'Alger. Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour la de 5 grands héros de la bataille d'Alger. Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance. Taleb Abderrahman. Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance. Taleb Abderrahman. Il y a Ali Lapointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance. Taleb Abderrahman, artificier pour le FLN. Pointe, ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance. Taleb Abderrahman, artificier pour le FLN. Hadji Othman, dit Ramel, qui a refusé de se rendre aux Français. Petit Omar, qui n'avait que 13 ans, quand il a été recruté par le FLN. Et Hassiba Ben Bouali, qui, comme d'autres femmes, a posé des bombes dans des lieux fréquentés par les Français. Le 30 septembre 1956, l'attentat du Milk Bar a eu lieu place Bugeaud, non loin de la statue d'Abdelkader, le héros nationaliste qui s'était battu contre l'invasion française 120 ans plus tôt. Plusieurs bombes ont explosé. Il y a eu 3 morts et une 60aine de blessés. Cet attentat du FLN a marqué le début de la bataille d'Alger. De nombreux événements ont eu lieu dans la Casbah, mais aussi dans la tristement célèbre prison de Barberousse. Notre guide Al-Krim Toumi poursuit le récit. On est tout en haut de la Casbah, où on voit la prison de Barberousse, qui appartient à l'héritage colonial français. De très nombreux résistants, c'est-à-dire les Moudjahidines, ceux qui ont participé à la bataille d'Alger pendant la période révolutionnaire, ont été emprisonnés ici. Et vous devez savoir que lors de ce conflit, la première exécution par la guillotine a eu lieu ici. En effet,
de nombreux membres du FLN ont été guillotinés pendant la guerre. 69 résistants ont été guillotinés par les Français. Parmi eux, il y avait Louni Areski, mort en martyr. Il a été guillotiné le 8 avril 1957. Le deuxième courageux martyr était Abderrahmane Taleb. Il a été guillotiné le 24 avril 1958. Français. Youssef Saadi, chef du FLN à Alger, a ordonné à ses hommes de s'en prendre aux civils français. Ainsi a commencé la seconde phase de la bataille d'Alger. En 1957, les indépendantistes algériens ont commis plusieurs centaines d'attentats et les autorités françaises ont tenté de reprendre le contrôle d'Alger, et notamment de la Casbah. La Casbah a été secouée par de nombreuses explosions, comme le 10 août 1956, avec l'attentat de la rue de Thèbes. Ces 3 bâtiments ont été totalement détruits par les bombes. Malheureusement, il y a eu 10 blessés et 73 martyrs ont perdu la vie. L'affrontement entre l'armée française et les guérillas urbaines des indépendantistes est devenu de plus en plus violent. Benami Rouge nous en resté longtemps. La première mission. Notre guide Boualem Benami Rouge nous en dit plus. La première mission d'Ali Lapointe a eu lieu fin 1955 dans ce café de la Casbah, où le FLN a voulu tester son sang-froid. On lui a demandé d'attendre un policier français qui avait l'habitude de venir tous les après-midi pour recueillir des informations fraîches sur le FLN auprès d'un serveur. Et il devait l'abattre. Une femme devait lui donner le revolver. Il l'a pris et il a fait face au policier français pour le tuer. Mais le revolver n'était pas chargé. C'était juste un test. Ensuite, il a demandé à rencontrer ceux qui avaient envoyé la femme. C'est comme ça qu'il a rencontré Youssef Saadi. Ensuite, il s'est fait un nom pendant la bataille d'Alger. Salam alaikum. The Casbah was hiding in Les indépendantistes ont choisi de se battre dans la Casbah parce qu'elle leur fournissait des issues et des cachettes. Ils pouvaient attaquer et s'enfuir en passant par les toits. L'étroitesse des ruelles de la Casbah était un gros avantage pour les combattants. Ils pouvaient s'échapper plus facilement. Et les Français avaient beaucoup de mal à les poursuivre et à les empêcher de faire des actions dans la vieille ville. Khaled Mayout, un habitant de la Casbah, nous montre une cachette secrète utilisée à l'époque par ceux qui voulaient échapper aux soldats français. La profondeur avait 20 mètres. Ils ont utilisé comme une cache. Et après, il devient une cache parce qu'ils ont fait l'opération jumelle. Toute l'Algérie. Qui tue
Donc ils ont été cachés ici. Comme on dit les résistants, il y a eu des groupes qui tuent comme ça, donc ils ont été cachés ici. Al-Krim Toumi, notre guide, nous emmène un peu plus loin pour rencontrer le fils d'un indépendantiste. Il nous montre des photos. Ce n'est pas pour se vanter. C'est pour montrer au monde entier qu'on est fier de cet héritage. Parce que sur le plan historique, ça a été une révolution. Tous ces objets sont des trésors qui lui ont été offerts par l'ancien président Chadli Benjedid, que Dieu le bénisse. C'est le certificat de la résistance, parce que son père était un moudjahid. Il a sa carte de résistant et une médaille qui rend hommage à son action dans la... جمال يعطيك الصحة. لا مزيان. الله يعاونكم. شكرا على كل خير. سلامة. La bataille d'Alger a été racontée par Gillo Pontecorvo dans le film du même nom, avec Brahim Hadjadj dans le rôle d'Ali Lapointe. Le film a été tourné en 1966, 4 ans après la proclamation de l'indépendance algérienne, dans les rues où les faits se sont déroulés. Les habitants de la Casbah se souviennent des événements les plus marquants de l'époque. Dans ce passage, il y a eu un incident parmi les plus célèbres. C'est ce qui arrive au 4e héros, Ramel. Le 24 août 1957, 4 indépendantistes se sont retrouvés pris au piège dans cette maison. Ils étaient cernés par les parachutistes français qui la Casbah. Les Français avaient même des hélicoptères pour s'assurer que personne ne puisse s'enfuir par les toits. Il y avait des tirs de mitraillettes en permanence et les Algériens refusaient de se rendre. 2 sont morts tout de suite et les 2 derniers ont eu l'idée de faire une feinte. Ils ont accroché un panier à une corde avec dedans des papiers et des armes pour faire croire aux Français qu'ils voulaient se livrer. Des soldats se sont avancés vers le panier sans se douter qu'il contenait une bombe. Elle a explosé et les a tués. La bataille d'Alger a braqué les projecteurs des médias du monde entier sur la lutte des indépendantistes algériens. Et les méthodes de l'armée française ont divisé l'opinion publique en France. Finalement, en 1960, d'une guerre meurtrière. La fin de l'Algérie française Algérie, après 8 ans d'une guerre meurtrière. La fin de l'Algérie française a provoqué un exode vers la France. Environ 1 million de pieds noirs, des habitants algériens d'origine française, ont été rapatriés, dont 100 000 juifs. L'écrivain Albert Camus, lui-même un Français d'Algérie, n'a jamais pu vraiment choisir son camp, car il souhaitait une résolution pacifique du conflit. Il est mort avant de voir l'indépendance de son pays natal. Aujourd'hui, le monument des martyrs commémore ce combat sanglant qui a laissé beaucoup de traces. Gigantesque, il est visible d'où que l'on soit en ville.
chaque région a ses coutumes. C'est notamment le cas pour le plat emblématique du Maghreb, le couscous. L'un de nos guides, Djihad, retrouve justement des amis au restaurant pour le rituel du vendredi soir. Regardez tout ça. Tous ces plats. C'est top. J'adore être algérienne. Oui, je suis d'accord. Le truc avec le couscous, c'est qu'en Algérie, on l'appelle pas couscous comme dans beaucoup d'endroits. On dit ta'am, qui veut dire nourriture. Le couscous, c'est la nourriture. Et puis, chaque région a sa propre... Dans toutes les familles algériennes, les gens se voient pas pendant la semaine. Mais ils se retrouvent. Les familles algériennes, les gens se voient pas pendant la semaine. Mais ils se retrouvent pour en manger. Tous les vendredis. Oui. À la vôtre. Bon appétit. Good.